Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le projet ATIN. Bonjour à toutes et à tous dans ce nouvel épisode d'ATIN dans lequel j'ai eu le plaisir de discuter pendant plus d'une heure avec deux membres de la coopérative Olvo qui face au désastre de l'ubérisation offrent une alternative sociale, humaine et durable. J'espère que l'épisode vous plaira. Bonne écoute. Bienvenue dans ce 4e épisode d'ATIN. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux invités, Aubin et Théophile, qui travaillent pour la coopérative de coursiers Olvo. Comment allez-vous ? Ça va. Ouais, ça va bien. Dans cet épisode, on va donc parler d'Olvo, la coopérative dans laquelle vous êtes salarié. Mais tout d'abord, pouvez-vous vous présenter ? Du coup, moi, c'est Théophile. J'ai 23 ans. Je suis à Olvo depuis 1 an maintenant. Là-bas, je suis dispatcher. C'est-à-dire que je gère les équipes qui sont en train de rouler. Je supervise et je réponds aux problèmes quand il y en a. Quoi dire? Sur mon parcours, en vite fait, en gros, moi, j'ai commencé coursier sur les plateformes quand j'ai eu 18 ans. Puis j'en ai fait tout le long, un peu par-ci par-là et aussi par période à temps plein. Et autrement, j'ai beaucoup été dans des orgas associatives. D'accord, ok. Et toi, Aubin ? Moi, mon prénom c'est Aubin, comme tu l'as dit. Et j'ai 25 ans. Ça fait 1 an que je travaille avec Volvo maintenant, même plus d'1 an. Et j'ai 50 bouteilles dans le métier de coursier à vélo. Et D'accord. je suis comme Théophile, donc je suis coursier à vélo et dispatch chez Volvo. Ok. Et donc j'ai commencé par en fait des boîtes ubérisées, donc à la fin de Take It Easy, pour ceux qui connaissent. Ouais. Donc Deliveroo, j'ai tout fait, Uber, Stuart. Et puis au bout d'1 an, à la base j'étais à Nantes, je suis arrivé à Paris et j'ai commencé à faire des vraies boîtes, donc j'ai commencé avec coursier.fr. Je faisais par Cap Express et puis finalement par Volvo. D'accord, ok. Donc vous travaillez en tant que livreur à vélo. Qu'est-ce que le vélo représente pour vous ? Est-ce que c'est une passion ou seulement un outil de travail ? Bah en fait, moi à la base c'est pas vraiment une passion. En fait, quand j'ai toujours eu un vélo chez moi, c'est un peu un truc que mes parents m'ont légué, quoi. C'est en fait le vélo comme moyen de déplacement. Donc comme par exemple dans Volvo ou dans d'autres boîtes de course, en fait, tu as pas mal de gens qui sont issus du cyclisme ou qui ont au moins une passion liée à ça. Et moi à la base pas du tout en fait. Je me déplace avec ça et en fait en devenant adulte, j'ai acheté mon premier vrai vélo route, donc un bon vélo. Et de là, j'ai vu l'opportunité de bosser avec mon vélo, j'ai essayé et bon, ça m'a grave plu et du coup, ma passion du vélo est venue en fait plutôt avec le taf, Ok. plutôt qu'avant. Et toi, Théo, tu fais du vélo ou t'es seulement dans les locaux ? Moi, je suis dans les locaux, mais à la base, moi, à la base, je suis coursier, hein. Genre, je suis arrivé il y a 1 an en tant qu'auto-entrepreneur à Olvo, puis ils m'ont passé en CDI très très vite. Mais moi, c'est un peu pareil que Aubin. Le vélo, tu sais, à Olvo, il y a pas mal de gens, ils sont là pendant les vacances, ils font des kilomètres à vélo, ils traversent l'Europe, etc. Moi, ça vient pas du tout de là. Moi, c'est un mode vraiment où tu travailles. J'ai commencé Deliveroo, il me fallait un vélo, j'en ai chopé un à 100 balles et j'ai commencé à faire du vélo avec un truc de 15 kilos dans les Puy de Chaumont, etc. Tout Paris Nord-Est, plus Pantin. Et voilà, tu vois. Après, forcément, je me suis acheté un meilleur vélo et enfin, tu fais du vélo toute la journée, t'es pas indifférent au vélo et tu commences à kiffer et t'en achètes un bon et tu t'aimes vraiment, quoi. Moi, quand je te parle Ok. des sorties, des autres gens, quand je te parle des autres gens qui font du bikepacking, etc., bah, même moi, ça m'intéresse aujourd'hui à force. Ok. Est-ce que aimer le vélo, c'est une condition importante ou c'est où on peut être coursier et sans avoir de passion ou sans aimer vraiment le vélo ? Moi, ça me paraît extrêmement compliqué. Surtout Hmm. qu'on a quand même un métier très difficile là-dessus. On fait pas juste 40 bornes dans la journée, quoi. Ça va être au moins 80, voire ça peut monter jusqu'à 120 sur des très grosses journées, voire plus pour certains. Et il y a surtout l'aspect météorologique, quoi. Faut aimer pas seulement rouler, mais même dans toutes les conditions. Soit sous la pluie, quand il fait -5, quand il fait très très chaud. Hmm. Donc si on fait ce métier sans aimer le vélo, je pense en tout cas on tient pas très longtemps. Ouais. C'est du Ok. travail d'ouvrier assez pénible malgré tout.
comme Aubin dit, faire Hmm. ça sans aimer rouler, quoi, c'est chaud, hein. Ça vient quand même avec le travail, quoi. Vous avez dit que vous avez pas de passion particulière et qu'après, la passion est née du travail. Moi, je sais que par exemple, j'aime bien rouler dans la ville, j'aime bien la vitesse, ce genre de Hmm. choses qui font que je suis content en vrai de faire du vélo. On va dire qu'on n'est pas des passionnés type en fait. Ok. Genre, on est plus des cyclistes urbains, du coup, forcément, c'est pas forcément l'idée de ce que font les gens sur le cyclisme ou sur ce qu'est un passionné du vélo. C'est ça la différence, ouais. Par exemple, tu vois, mon frère, il bossait avec Foodora au début, et au début, il était pas en vélo, hein, il était en roller. C'est après, pendant un hiver où il était trop froid, il est passé au vélo, et puis voilà, hein. Hmm. Mais Ok. ouais, c'est surtout le fait de rouler dans la ville. C'est ça le truc. Ok. Ouais, c'est D'accord. plus ça par exemple, c'est plus ça qu'on va aimer, et du coup, c'est aussi pour ça qu'on aime rouler, quoi. Ouais. Hmm. On va parler de la livraison à vélo qu'on vient d'aborder. Donc, vous avez travaillé pour les plateformes Uberisées. Vous avez dit que vous les avez fait presque toutes, Uber Eats, Deliveroo, Foodora, etc. Avec ces plateformes, vous étiez auto-entrepreneur, donc. À première Ouais. vue, c'est un titre qui donne envie. C'est un nom qui sent le succès, la liberté. Mais dans les faits, qu'est-ce que cela signifie? Bah, dans les faits, bon, je pense que si les gens sont au minimum pensés sur le sujet ou même politisés, en fait, bon, c'est pas du tout un statut qui fait rêver. Hmm. C'est surtout beaucoup utilisé depuis quelques années comme du salarié déguisé, surtout bah, par exemple dans les entreprises qu'on a fait, que ce soit Deliveroo, Techit, Uber Eats ou Stuart. Parce qu'en fait, on a quasiment les mêmes fonctions qu'un salarié et les mêmes contraintes, Hmm. sans en avoir tous les droits. Et surtout, ce que je trouve le plus grave dans cette histoire, c'est tout ce qui est cotisation sociale en fait. Parce que même si nous, on va cotiser pour l'URSSAF et le régime général, on n'aura pas de chômage, on n'aura pas d'arrêt maladie. Les conditions de cotisation pour le chômage sont assez floues, elles sont pas forcément accessibles à tout le monde. Donc le seul point positif, c'est entre guillemets l'aspect de liberté dans le choix de ses créneaux et de son temps. Et Hmm. encore pour, on va dire, un adulte qui est autonome, qui vit chez lui, est-ce que vraiment il a autant de liberté financière derrière? Bah pas forcément. Parce qu'à la Hmm. fin, il faut quand même payer un loyer, faut ramener la bouffe à la maison. Donc on n'est pas forcément vraiment ultra indépendant, quoi. Ouais. D'accord. Entrepreneur pour une plateforme, c'est juste horrible. Tu sais, tu là, tu attends ton mardi ou ton mercredi pour avoir tes shifts, et si jamais t'as pas été régulier dans tes créneaux précédents et cetera, tu pas sûr d'avoir du taf, enfin, c'est la flexibilité poussée à l'extrême. T'as pas Hmm. le code du travail, toi, il te concerne pas, tu vois. T'as pas droit. Est-ce que vous avez des exemples qui viennent de votre expérience à donner sur ces conditions de travail? Par exemple, vous parlez il n'y a pas d'assurance maladie. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de, je sais pas, peut-être tomber en vélo, vous blesser ou faire mal et pas avoir de congé payé? Bah, heureusement, moi non, mais après, oui, c'est arrivé à des coursiers à vélo de se retrouver du jour au lendemain sans taf et sans revenu à cause de ça. Donc la plateforme aide pas du tout. Non, non. Non, Ok. c'est même pervers, hein. C'est l'inverse. C'est en Hmm. mode, toi, comme tu disais, en gros, toi, chaque semaine, tu te reshiftes pour la semaine d'après. En gros, Hmm. tu prends les créneaux qui te conviennent, et cetera. Sauf qu'en fait, les créneaux, ils ont un nombre limité, et le nombre d'utilisateurs de la plateforme est illimité. C'est vrai qu'en Ok. gros, c'est au premier qui arrive qui prend, mais c'est pas seulement le premier qui arrive. C'est aussi, si jamais tu as bossé la semaine précédente, que tu as fait toutes les heures dures, bah alors tu peux prendre ton créneau en premier avant les autres, et ainsi de suite. Si je pars en vacances une semaine, alors que j'ai bossé 60 heures par semaine avant, je pars en vacances une semaine, bah du coup je vais pas avoir mon reshiftage automatique, du coup je vais pas avoir les shifts que je veux, tu vois. Ok. Si jamais il y Hmm. a un jour j'ai pas pu pointer, j'ai pas pu honorer mon shift parce que j'étais malade ou je sais pas quoi, bah là ça te pénalise en, en faisant en sorte que tu aies moins de créneaux de livraison en fait. Ok. Donc aujourd'hui, vous êtes membre d'Olvo. Je l'ai présenté en tant que coopérative, mais je pense que pour certains auditeurs, ce terme peut être un peu flou. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement ce que c'est une coopérative? Ouais.
En gros, c'est une entreprise centrée sur les personnes, qui y travaillent. Donc elle est, détenue et contrôlée par leurs membres. Donc par exemple, chez Olvo, en fait, au bout d'un certain temps, on propose aux gens de devenir, sociétaires de l'entreprise. Donc qui donne un accès à un vote et un conseil, de contrôle, de la gérance pour tout ce qui est, en fait, grandes décisions, budgétaires ou, de direction de l'entreprise. Et Hmm. accessoirement chez nous, on donne en fait une transparence, énorme sur tout ce que fait la boîte et tout le monde a plus ou moins son mot à dire en fait sur ce qui passe dans la boîte et on a des réunions toutes les 2 semaines, pour qu'on parle ensemble de tout ça. Ça, ouais. Il y a pas d'actionnaire, quoi. C'est nos avantages économiques ou comment on se débrouille dans la boîte, c'est juste le fruit de notre travail et voilà. Hmm. Ok. Parce que même, tu vois, genre, comme tu disais, il y a un an, je suis arrivé, maintenant je suis dispatcher, c'est parce que c'est une coopérative. Ils donnent. À Volvo, il y a ce truc de. On donne la possibilité aux gens d'évoluer dans la boîte. Pas forcément en devenant gérant ou quoi, tu vois, mais même juste en t'intéressant. Et aussi en s'intéressant à ce que toi tu penses de ce qui se passe, des différentes décisions, etc., quoi. C'est sûr que ça doit vous changer des plateformes ubérisées où c'est une sorte d'algorithme qui cherche le profit au maximum. Là, c'est contrôlé par vous-même et c'est plus centré sur le salarié. Ouais, après, je pense que comparer ça aux boîtes, ubérisées, c'est plus compliqué parce qu'en fait, on a quasiment pas de en fait, ouais, on a maintenant, même aujourd'hui, t'as pas vraiment de contact humain avec quelqu'un quand tu bosses, chez Deliveroo ou Hmm. Uber Eats. Mais tout simplement, moi, je peux comparer ça aux boîtes dans lesquelles où j'ai travaillé, dans la course. Et ouais, en fait, c'est complètement différent. Dans la course, en fait, tu es sur ton vélo dehors et les seuls liens que tu as, c'est avec ton dispatch au téléphone. Quelquefois un peu les gens de la direction du bureau, du SAV. Mais en fait, tu te sens pas concerné par où va la boîte, quelles sont les Hmm. décisions et qu'est-ce qu'on fait, en fait. Du coup, il y a même si ton métier a du sens dans ce que tu fais, bah, toi, tu pas le sens de, pourquoi on fait ça et comment on fait ça. Et ce qui change vraiment dans la coopérative, c'est qu'en fait, tu es vraiment impliqué dans l'entreprise et c'est pas un rapport, exploitant-exploité, mais genre, en fait, c'est aussi ton entreprise. Ok. C'est témoin de production. C'est ça. Les vélos, ils appartiennent à tous les sociétaires de la boîte, par exemple. Tu te dis pas que, bon, toi, tu bosses, tu vas bosser dur, tu te dis que c'est pour la boîte, c'est pour tout le monde, tu vois. Ok. Quand est-ce que Olvo a été créé et pourquoi? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Bah, en vrai, les meilleures personnes pour en parler, ce seraient les gens qui l'ont créé, donc Leroy Lévy et Lucille Mercier. Après, de moi, ce que j'en savais d'après Leroy, c'est, bon, déjà, il y a l'effet Take It Easy. Hmm. Donc, en été 2016, en fait, Take It Easy ferme la plateforme du jour au lendemain sans prévenir ses partenaires, que ce soit restaurants ou coursiers. Et de là, en fait, il y a des initiatives qui ont été créées pour déjà pallier les débuts des impacts négatifs en fait des boîtes ubérisées sur les coursiers à vélo parce qu'à l'époque en fait c'était quand même on va dire un bon statut en fait d'être coursier en tant qu'auto-entrepreneur. On était encore bien payé, c'était un peu la belle vie. Sauf que bah du coup le revers de la médaille c'est qu'en fait bah, il y a des boîtes qui marchaient sur des relevés de fonds énormes et qui n'étaient pas rentables d'ailleurs comme aujourd'hui encore et du coup qui payaient au début grassement ces coursiers et Take It Easy en partie à cause de ça a fermé. Et du coup, bah, en fait, déjà il y a ça et ensuite tout simplement en fait, du fait que ces boîtes marchent, en fait, il y a un marché qui s'est créé et qui s'avérait assez juteux, donc tout ce qui est cyclo-logistique et Hmm. Leroy notamment a fait beaucoup, beaucoup de sous avec Deliveroo et Take It Easy et du coup s'est dit: «Bah, pourquoi pas moi?» Et du coup en décembre 2016, il crée Volvo avec Lucille et au fur et à mesure des mois et des jours en fait l'activité explose et puis on avance quoi. Voilà. Et c'est pas avec des relevés de fonds, c'est juste avec les fonds perso, ils ont acheté un vélo, puis deux, puis quatre, et ainsi de suite. Hmm. Ok. En tant que coopérative, Olvo peut embaucher ses travailleurs. Quels sont les types de contrats, enfin vos types de contrats, le type de contrat des salariés, des membres d'Olvo? Bah, c'est du CDI, Ok. majoritairement, il y a pas de CDD chez nous Voilà. et il y a des temps partiels et des temps pleins. Donc il y a une sécurité de l'emploi et du travailleur. Est-ce que vous avez un travail Ouais. fixe, un salaire fixe ou une mutuelle ou...
En gros, oui, on a une mutuelle couverte, enfin une mutuelle remboursée à 100 pour la boîte et un salaire fixe. On a des salaires avec des échelons qui dépendent de notre ancienneté, en gros. Hmm. Et voilà. Mais en gros, il y a très peu de disparité entre les salaires des gens. C'est-à-dire que un cadre gagne pas beaucoup plus qu'un coursier qui vient d'arriver, quoi. D'accord. Il y a combien de membres à Olvo maintenant? On a à peu près 40 salariés maintenant. Tous salariés? Non, non, on a toujours une petite équipe d'auto-entrepreneurs Voilà. D'accord. En qui à peu gros, près fait à peu près 20% d'effectifs en semaine, quoi. c'est ça. Et on essaye de faire en sorte que ça soit stabilisé à 15%. En gros, c'est pour répondre aux fluctuations de l'exploitation. On a un métier où les volumes peuvent varier d'une semaine à l'autre, etc. Du coup, on a toujours cette marge d'auto-entrepreneur à 15% et qui parfois monte. Mais ce qui est Hmm. intéressant en gros qu'avec Olvo, c'est que à chaque fois qu'il y a des auto-entrepreneurs, quand c'est possible, on propose un CDI. Ok. Genre moi, je suis arrivé il y a un an en tant qu'auto-entrepreneur parce que je voulais pas m'investir plus que ça en vrai. Et après, ils m'ont proposé un CDI au bout de, je sais pas, au bout d'un mois, ils m'ont proposé un CDI quoi. Et j'ai Ok. signé direct. Vous parlez des prises de décision, du fait que enfin que l'entreprise, c'est l'entreprise de tous les membres. Comment s'organisent les prises de décision au sein de la d'Olvo? Est-ce qu'il y a des réunions, des... Bah, en fait, on va dire, il y a plusieurs types de prise de décision. En soi, il y a comme un aspect pyramide dans les décisions, on va dire, urgentes, qui relèvent de tous les jours et des opérations, Hmm. avec bon, déjà la co-gérance et la direction, et ensuite responsable d'exploitation et l'ensemble des dispatchs. Après, pour tout ce qui est en fait grande décision, que ce soit la philosophie de l'entreprise ou qu'est-ce qu'on fait sur ce sujet X, on va organiser des réunions, soit avec tout le monde, soit entre sociétaires. Ok. Ouais, ça, en gros, il y a une certaine liberté en termes d'initiative sur les équipes opérationnelles, que ce soit par exemple le dispatch, l'entrepôt, etc. Mais c'est quand même assez vertical sur certaines décisions. Même Hmm. si, ils consultent et mettent au courant les salariés par les réunions, par des discussions le soir après le travail, etc., quoi. D'accord. On va passer à la partie qui traite de l'écologie, parce que étant une coopérative, c'est donc un projet social, éthique, mais aussi écologique. En faisant des recherches sur Olvo, on comprend que vous souhaitez dépolluer le dernier kilomètre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est le dernier kilomètre? En fait, le dernier kilomètre, c'est le dernier chaînon de la chaîne logistique. Par exemple, tu vas commander, je sais pas, un panier de fruits et légumes. Bah, en fait, il y a des camions qui vont l'emmener à Rungis, puis de Rungis à un entrepôt en région parisienne. Et le dernier kilomètre, c'est en fait l'entrepôt au consommateur ou à l'entreprise. Et donc, dans Paris, majoritairement, ça se fait en camionnette. Très polluant et très encombrant d'un point de vue trafic urbain. Hmm. Nous, on n'est pas arrêté par les bouchons. On prend très peu de place sur la chaussée quand on s'arrête, etc. On fluidifie beaucoup le trafic en fait. On n'est pas gênant. Ouais, parce que vous livrez seulement en vélo. C'est ça. Ouais. Des vélos cargo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un vélo cargo? Bon, en gros, un vélo cargo, c'est un vélo qui a une capacité de charge. Bah, nous, en l'occurrence, on peut charger jusqu'à 80 kilos. Et quand on Hmm. rajoute une remorque, on peut charger jusqu'à 150 kilos, 200 kilos, ça dépend. Mais en gros, un vélo cargo, c'est ça. C'est un vélo classique qui peut aller sur les pistes cyclables n'importe où, mais qui a une capacité de charge supérieure. D'accord. Donc vous n'avez pas de sac sur le dos. Non, Non, non. Ok. Est-ce que c'est un vélo électrique? Est-ce que vous, c'est ce que vous utilisez dans Volvo, ou c'est des vélos ouais. manuels? Bah, nous, on a de l'assistance électrique. Juste les jours où où il y a trop de volume, où du coup on doit ressortir les vélos mécaniques. Parce qu'en gros, au début d'Olvo, c'est ça, ils ont fait ça juste avec leurs mollets sans aide, quoi. Hmm. Moi, j'étais pas là, je suis arrivé à l'âge d'or. Pareil, pareil. Et après, moi, j'ai travaillé en cargo pour d'autres boîtes avec mon cargo personnel. Ok. Et bon, pour certaines boîtes, notamment pour de la course, où c'est quand même du colis qui est plus léger, c'est parfaitement acceptable en mécanique. Après, pour nous, notre volume, honnêtement, on est presque dépendant de l'électrique dans le sens où on va porter vraiment des charges lourdes à quasiment chaque tournée et beaucoup, beaucoup de plis de colis à déposer.
Mmh. Et du coup, en fait, ça nous fait gagner un temps de fou et bien sûr, bah, du coup, on est très rentable par rapport à ça et en plus, bon, on est d'autant plus, rapide que, toutes les kilomètres, dans Paris, en fait. Ouais, parce que sur Paris et les bouchons, un vélo, c'est sûr que ça va plus vite. Ouais, même en termes de enfin, juste en termes de livraison, hein, mais enfin, on le voit dans Paris, si on se balade un peu le matin ou même en journée, un camion qui livre, en fait, ça prend une place énorme et ça encombre encore plus le trafic Mmh. et bah, nous, en fait, on fait pas du tout ce rôle-là, quoi. On peut s'arrêter n'importe où, on peut se poser n'importe où. Vous êtes arrivé quand même, assez récemment au vu de l'histoire d'Olvo. Est-ce que, vous avez vu des changements dans Paris? Est-ce que c'est plus facile de circuler à vélo? Ironiquement, moi, je trouve que c'est plus compliqué depuis les grèves de 2019 et des coronapistes. Parce qu'en fait, bah, côté positif et à la fois négatif, en fait, il y a beaucoup de nouveaux cyclistes qui sont arrivés sur le trafic mais du coup pas forcément, on va dire, bien éduqués ou bien formés, du coup, qui vont peut-être, aussi boucher un peu ces pistes-là. Donc Mmh. tu des axes dans Paris qui sont, plus aussi fréquentables qu'avant. Moi, je me rappelle, il y a quand je suis arrivé en 2017 à Paris et que je travaillais, en tant que coursier, il y avait des grands axes, même sans piste cyclable, j'étais beaucoup plus à l'aise. Mmh. OK. OK. Je pense que tout le monde a son avis, en tout cas dans la communauté, dans Paris au niveau coursier à vélo là-dessus. Ouais, Ouais. enfin, je pense que c'est personnel, du coup. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a en fait, il y a du bon et du mauvais dans ce qui est arrivé récemment. Mmh. Donc Moi, en plus, de toute façon, moi, je travaillais pas vraiment à Paris, hein. J'ai fait 92, et puis Paris Nord-Est, 19e, 93, quoi. Du OK. coup, c'est pas concerné, quoi. ouais. Mais après, juste pour, clôturer ce sujet, je pense que de toute façon même, enfin les aménagements font pas tout. En fait, Paris, c'est tellement dense Mmh. que, même avec des aménagements, bon les problèmes sont compliqués à gérer, quoi. C'est Donc, sûr. je pense que la situation en fait, elle est, on va dire, aussi contraignante qu'avant, mais juste elle est différente. Est-ce que vous voyez d'autres vélos cargo, arriver, mais qui sont des moyens de transport, pas des, moyens de livraison, des outils de travail, mais des particuliers, acheter leur vélo cargo ou c'est vraiment, pour le travail? Bah, tu sais, nous, on est à Olvo, on est prestataire de livraison de 12, par exemple, qui est le cargo qu'on utilise pour travailler. Il Mmh. y a pas mal de gens, qui en vendent, qui sont des particuliers qui justement, trimballent juste leurs enfants, leurs courses, d'autres qui ont il y en a un, c'était un plombier, il avait ça, des trucs comme ça. C'est que non, c'est pas que du transport, ou de la logistique, c'est beaucoup de gens, pour leurs besoins perso ou pour leurs besoins pro, mais qui sont pas de la logistique. OK, d'accord. Ouais, la dynamique du cargo, en fait, elle attend pas juste le côté pro, mais aussi, ouais, les particuliers et on a 12 aussi, mais on a aussi, Vélogic, Mmh. pour qui on garde des cargos et en fait, on le fournit, aux clients qui les prennent et donc pareil, toutes les semaines, il y a quelqu'un qui vient, récupérer un cargo chez nous, en fait. D'accord. Donc on va maintenant parler de votre histoire avec Olvo. À l'origine, pourquoi est-ce que vous avez, rejoint Olvo? Vas-y, commence, Aubin. Bâtard! Tu veux que je le fasse? Non, non, vas-y, j'y vais. Bah, du coup, moi, j'ai rejoint Loup, en fait, bon, comme j'ai dit, plus tôt, en fait, ça fait 5 ans que je suis dans le milieu et en fait, j'ai fait un peu le tour. Genre, je commençais un petit peu à m'ennuyer et à trouver un peu le quotidien un peu monotone Mmh. et du coup, en fait, un peu par hasard, après le confinement, le 1er confinement du covid, en fait, j'avais arrêté Cap Express, ma dernière entreprise, pour laquelle je travaillais et j'ai demandé à un pote: «Ouais, tu pas un plan et tout pour changer de boîte, une boîte qui recrute en ce moment, j'aimerais bien rerouler», tu vois? Et il Mmh. me dit: «Ouais, si tu veux, j'appelle Leroy et puis, je pense que chez Volvo, tu pourrais passer et tout». Il appelle Mmh. Leroy et puis le lendemain, en fait, je commence, en tant que KE aussi comme Théophile et en fait, je découvre un peu, Volvo. En fait, je connaissais déjà Volvo, je savais que c'est devenu une coopérative et ça m'intéressait un peu. Mais après, je suis arrivé un petit peu en me disant juste: «J'ai envie de rerouler» et je découvre Volvo et en fait, en découvrant Volvo, de l'intérieur, je connaissais déjà des gens qui étaient dedans, avec qui j'avais travaillé notamment à coursier.fr et en Mmh. fait, bah, en fait, je suis tombé amoureux du projet et je voulais, en fait, découvrir ce que c'était qu'une coopérative. Mmh. Moi, c'est vraiment le moteur, en tout cas, qui m'a motivé à devenir salarié chez eux et maintenant chez nous. C'est de découvrir comment ça marche et une manière, de découvrir le travail, en fait, plus sain et dans lequel on peut s'émanciper, tout en détenant ses moyens de production. Mmh. OK. Et pour toi, Théo? Moi, en gros, moi, j'ai mon frère qui est à Olvo. Lui, il travaille à Olvo, je crois que ça fait 3 ans qu'il bosse pour Olvo.
Et en gros, moi, j'ai rejoint parce que j'avais besoin de revenus, tout simplement. Ok. J'avais pas d'envie particulière par rapport à Olvo. Je connaissais vraiment vite fait seulement parce que mon frère m'en disait. J'avais pas cherché plus. J'y suis allé, j'ai roulé. Bah, les gens étaient plutôt sympas. Le travail était dur, mais pas trop. Enfin, de toute façon, moi, j'aime bien rouler dans Paris, quoi. Hmm. Et ça, je suis arrivé des semaines de pluie en plus. Que de la pluie, tout le temps. Genre matin et soir, je faisais des grands 10h, 10h, 20h tous les jours. Enfin, pas tous Hmm. les jours, mais je roulais pas mal à l'époque. Et un jour, comme ça, ils m'ont proposé un CDI. Euh, je- j'ai accepté assez vite, mais en vrai, je me suis posé des questions. Ils m'ont pas mal tanné avec le CDI. Et finalement, j'ai cédé. Je suis rentré à Olvo. Et c'est sûr que quand t'es en CDI, c'est pas pareil. Hmm. Par exemple, avant, moi, tu sais, quand j'étais en auto-entrepreneur, je venais, je faisais le taf et je me cassais direct. Hmm. Et là, quand j'étais en CDI, ça a changé. C'est pas genre juste je comptais mes heures que je travaillais et l'argent que j'allais gagner. C'est plus aussi je m'intéressais au projet et surtout à comment ça fonctionnait en fait. Ok. Genre, en fait, tu sais, à Olvo, genre les gens, tu leur parles du travail, de comment ça marche, etc. Les gens ils vont t'expliquer. Et c'est ça qui est bien. Hmm. Ils sont Et là, appliqués. c'est ça. C'est ça qui a Ok. fait que je me suis grave intéressé et que et que après ils m'ont mis au dispatch quoi. Ok. Mais ouais, D'accord. Olvo, moi là-bas c'était pour l'argent et après juste j'ai kiffé quoi. Ok. Et toi, Aubin, qu'est-ce qui a changé quand tu es passé d'auto-entrepreneur à salarié chez Olvo? Ou même en Euh, général, pas Plutôt seulement en chez général, parce que Olvo. moi je suis passé salarié en 2017 en vrai. Ouais. Même si après j'ai fait quelques tafs pour d'autres boîtes en AE. Hmm. Euh, Bah après moi j'ai eu ce que je voulais dans le sens où j'ai une protection sociale. Ok. Surtout, Hmm. bon moi à l'époque, au début quand j'avais commencé avec les plateformes ubérisées, je me disais surtout en fait le truc qui est le hic, c'est le côté bah, je fais un métier dangereux et du jour au lendemain bah, je peux croiser la mauvaise caisse ou faire une connerie et puis me vautrer et être sans revenu quoi. Hmm. Donc il y avait ça surtout en fait. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça, l'aspect au jour le jour quand t'es auto-entrepreneur. Moi, je pense que ça m'a permis ça, le CDI, d'avoir le fait d'avoir un truc stable, que ce soit au niveau du salaire, de la mutuelle, etc. Ça m'a permis vachement aussi de me projeter. Genre, par exemple, là, Hmm. j'ai un appart, etc. Et ça, c'est possible seulement parce que j'ai un contrat. Et au-delà de ça, Olvo, c'est quand même une belle promesse en général, quoi. Il faut dire qu'on est aussi bien payé par rapport aux autres boîtes, même en tant que salarié. C'est ça. Ok. D'accord. Quand vous rejoignez le projet, est-ce que Olvo ressemblait à ce qu'elle est aujourd'hui? Alors non, en fait, moi quand je suis arrivé à Volvo, déjà on n'était pas là où on est aujourd'hui. On était à Sambre-et-Meuse dans le 10e arrondissement. Hmm. Et moi je connaissais déjà l'espace en y étant passé faire des soirées quand j'étais dans notre boîte, hein. Mais même en fait, ce qui a beaucoup changé, je trouve, moi depuis que je suis arrivé, c'est tous les process qu'on a mis en place euh, depuis ce moment-là en fait. Genre on a encore mis donné plus de gages aux salariés, plus d'initiatives à tout le monde. Et je sais pas, en ce moment on a un élan, je trouve, perpétuel et qui se ressent pas qu'en croissance économique, mais aussi dans l'émancipation de chacun, dans le désir de formation de chacun. Et je sais pas, moi j'ai l'impression qu'on fait qu'avancer. C'est pas une courbe très brutale, mais en fait, au fur et à mesure du temps, quelqu'un qui trouve une idée, et en fait, au lieu de se perdre dans une pyramide de décisions, en fait, elle est appliquée au bout d'un moment, quoi. Elle est Ok. Ouais, discutée puis appliquée. Hmm. ouais. Moi, je suis arrivé pendant. C'était un peu la crise. Enfin, c'était avec le coronavirus, etc. Il y avait besoin de revoir l'exploitation. Et du coup, c'était un peu. On marchait un peu sur des œufs, j'avais l'impression. Hmm. Et là, en l'occurrence, quand même, l'exploitation s'est assez stabilisée. Économiquement, on va mieux. Et allant mieux, du coup, en fait, on a des fenêtres qui s'ouvrent pour améliorer par exemple, le bien-être au travail, que ce soit améliorer nos conditions de travail en baissant les charges apportées, en Hmm. améliorant l'espace local, etc. Enfin, le local, l'entrepôt, pour que les choses soient plus claires, quoi. Hmm. En gros, on a du temps qui a été dégagé à développer nos conditions de travail, et ça, c'est bien. Et ça a Ouais. été possible parce que on a travaillé comme on a travaillé, quoi. Ouais, ok. Ouais, enfin, quand t'es arrivé, est-ce que l'entreprise, Olvo, c'était en danger? Parce que t'as dit que vous étiez plus centré sur l'entreprise et que maintenant on améliore les conditions. Est-ce que
est-ce que la crise sanitaire a mis en danger Olvo ou vous étiez assez sûr? Non, ça a vraiment mis en danger l'exploitation en vrai. Parce qu'en fait, pour la faire courte, en fait, à la base, Volvo, on était vraiment dédié sur du B2B, donc la livraison pour l'entreprise. Et en fait, avec le premier confinement, bah, plus d'entreprise en fait. Et en tout cas, plus en présentiel. Et du coup, bah, pour la logistique, en fait, ça a complètement flippé en fait. Enfin, je veux dire, changer, changer le sens de nos livraisons. On est passé sur du B2C, donc la livraison en particulier. Ok. Et dans notre modèle de livraison, en fait, bah, malheureusement, ça nous faisait perdre de l'argent. Du coup, on s'est retrouvé face à des mois assez difficiles avant de trouver une solution il y a quelques mois où on a réussi à retourner, on va dire, la situation pour le mettre à notre avantage. Et puis depuis quelques mois, bah, avec le relâchement des contraintes sanitaires, bah, en fait, on est en train de repartir sur une santé économique plus normale, on va dire. Ok. Ouais. Puis même, c'est juste du savoir de. C'est l'entreprise, elle mûrit, elle comprend quels sont les contrats qui sont rentables ou pas, ce qui facilite ou non notre exploitation. Et du coup, on a une entreprise qui devient de plus en plus carrée, et voilà quoi. Ouais, elle se développe. C'est ça, elle se développe. Est-ce que vous avez un emploi du temps fixe avec Olvo ou est-ce que vous choisissez, comme sur les autres plateformes, vos créneaux horaires? Non, c'est fixe. C'est fixe, ça peut être. Moi, je sais que j'ai une semaine A, une semaine B par exemple, mais globalement, c'est 35 heures par semaine, même si ça peut varier. Et si jamais ça varie, en gros, c'est des heures annualisées. C'est-à-dire Hmm, que si cette semaine je fais 40 heures, bah, la semaine prochaine je peux en faire 25, tu vois. D'accord, ok. C'est qu'au final, on a des horaires qui sont stables, on est sûr d'avoir nos heures et puis voilà. Mais l'avantage, c'est qu'on peut s'arranger, quoi. On est une petite boîte, on se connaît tous. Et par exemple, si moi je sais que je suis fatigué et que la semaine prochaine j'ai besoin de travailler un jour en moins, bah très bien, je peux demander un jour de pause, quoi. Ou les caler ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous décrire une journée de travail type? Vous avez dit que vous faites 80 kilomètres? En général, entre 80 et 120 km, on va dire, en fourchette large. D'accord. Sur une journée type, on va dire, de 9h à 19h, 20h. Bah vas-y Aubin, on présente la journée du Ouais, coursier. bah moi personnellement, j'arrive, on va dire, 5 à 10 minutes avant le début de mon shift. Je me fais un petit café, je dis bonjour à tout le monde est content, tout le monde sourit, je prépare mon vélo, je pointe la badgeuse, et donc en fait on charge, on va dire, entre 10 et 20 colis à déposer, et on part en tournée. Et Ok. sur la tournée, des fois il peut tomber une course ou alors tout se passe bien et en fait on enchaîne tout. Après on revient sur un local ou on ramasse d'autres courses sur le chemin du retour, et en fait on fait ça, on enchaîne des tournées dans Paris et sa petite couronne, et on a une pause déj le midi d'1 heure où on a la chance de pouvoir manger dans nos locaux, Ok. chose que toutes les boîtes de coursiers n'ont pas forcément, et des D'accord. petits plats préparés par des gens de chez nous. Pas des coursiers également. Ouais. Et vous avez différents locaux? Non, on a qu'un gros entrepôt. D'accord. Donc à chaque fois que vous terminez une course, vous devez revenir le vélo cargo, ça vous permet de prendre beaucoup de marchandises et de les. C'est ça l'astuce. C'est ça le truc avec le vélo cargo, c'est que en gros tu peux avoir une tournée avec 15-20 points, tu vois, et Hmm, tu les fais en un coup. Parce qu'en gros, ok. tu livres, puis après tu récupères un truc dans un restaurant que tu dois livrer ailleurs, et ainsi de suite, tu vois. Les D'accord. tournées, elles sont faites de manière à optimiser tous ces déplacements. Du coup, ouais, c'est comme ça qu'on trouve notre équilibre en termes d'argent, quoi. Ok. Après, on n'est pas dépendant non plus du retour en entrepôt. On a pas mal de clients qui ont des pick-up en ville et des mises Hmm, à disposition aussi. C'est ça. d'accord. Et tu parlais Aubin, tu parlais de la liste. Est-ce que c'est la liste des points à distribuer? C'est sur une application? Ouais, ouais. Bah, si tu veux, je peux te présenter le quotidien du dispatcher pour que tu comprennes un peu mieux comment ça fonctionne. Ouais. Ouais, bah, parce que Oui, livreur, c'est pas seulement le seul métier à Volvo, donc ouais, C'est avec ça, plaisir. ouais. c'est une équipe. En gros, je vais te présenter, imaginons je travaille le matin. Bah, en gros, la veille au soir, j'ai la quasi-totalité de mes points à 17 heures. Et là, je commence à créer les tournées. C'est-à-dire que je suis face à mon ordinateur avec à peu près 200 à 300 points. Hmm, Et en gros, je les organise de manière à ce que l'exploitation ait le besoin de moins de gens possible et que ce soit le plus fluide possible surtout.
D'accord. Et pour ça, du coup, je dois répondre à des contraintes qui sont horaires, c'est-à-dire des créneaux de livraison, mais aussi des contraintes de poids, de volume et de géographie, évidemment, puisque ce sont des points dans la ville. Hmm. Et en gros, avec tous ces éléments-là, je crée des tournées optimisées. Je dors. Le lendemain, je me réveille, petit-déj, j'arrive au local à 7h pour accueillir les premiers coursiers. Parce que du coup, on commence notre activité à 7h. Hmm. Et on la finira vers 22h, 21h en gros. Et en gros, bah ouais, j'accueille les premiers coursiers, je rafistole un peu les tournées qui ont besoin de l'être. Et après, ça démarre quoi. Ok. Ça démarre, 7h, il y a des gens qui partent, 8h, puis 9h et 10h. Et après, on prie pour que ça se passe bien quoi. D'accord. L'application que les coursiers ont, c'est une application Olvo. Alors, depuis peu, ouais. En fait, il y a des gens de chez nous qui sont développeurs et qui développent une application qui s'appelle Pedalo. Ok. Et donc, depuis quelques mois, en fait, ils la développent en même temps qu'on la teste, en fait, au quotidien. Et donc, du coup, ouais, c'est une application Made in Olvo. C'est ça. D'accord. C'est une Donc- application qui permet de faire la prise de commande pour les destinataires et qui à terme remplacera totalement les logiciels qu'on utilise actuellement quoi. Parce qu'actuellement on utilise aussi OnFleet. Ça c'est voué à être remplacé par le logiciel qu'on est en train de programmer et qui lui est spécialisé dans la livraison à vélo cargo. D'accord. Parce Ok. qu'en gros il n'y a pas trop de logiciels qui font ça actuellement. La plupart des logiciels que les gens utilisent c'est des logiciels qui servent plutôt pour des camionnettes quoi. Donc, ce sera Olvo de A à Z. C'est ça. Ouais. Ok. C'est un logiciel là où c'est intéressant, c'est que ça vient directement du terrain, quoi. Hmm. Elle est ultra fonctionnelle parce qu'on sait quels sont les besoins des coursiers à vélo d'une entreprise de course. Et puisque ça vient de là, c'est optimisé, quoi. Ok. Et Par surtout, exemple, toi, à savoir que. Pardon, vas-y. Ouais, vas-y, t'inquiète. En gros, toi, le développeur, les développeurs de l'application Pedalo qu'on est en train de faire, bah eux, des fois, ils se posent dans le bureau dispatch, ils voient comment ça se passe. On échange beaucoup en fait, ils nous consultent énormément, nous et les coursiers, etc., pour avoir une application la plus optimale et voilà quoi. Hmm. En sachant en plus qu'en fait, les développeurs en fait, sont aussi coursiers. Depuis plusieurs années, dont d'ailleurs, en fait, un des développeurs est le frère aussi de Théophile. Ouais, donc il y a un dialogue et il y a plus qu'un dialogue entre dispatcher, coursier et développeur, Il y a un vrai c'est la savoir-faire même derrière aussi. racine en fait. Ok. Ouais. C'est ça. C'est D'accord. la base de Volvo, c'est que tout le monde est coursier. Tout le monde est coursier, tout le monde roule. Que ce soit même les cadres, tu vois, les cadres, tout le monde roule au moins 5 heures par semaine en fait. D'accord. Ok. Comme ça, personne perd le Hmm. terrain, Personne personne finit n'oublie déconnecté, ouais. d'où on vient. Voilà ça. Ok. Ouais, c'est intéressant. On va aborder le contenu de vos livraisons. J'ai lu sur les différents articles que vous livrez de tout, mais qu'est-ce que vous entendez par livrer de tout? Parce que c'est large. Bah, c'est vraiment tout quoi. Ok. Ouais. On livre des matelas, on livre des légumes, des fruits, des petits colis, des gros colis, du pli parfois. Pour les gens qui savent pas ce que c'est que le pli, en fait, c'est simplement du courrier, en fait. Courrier important. L'administratif. Ouais. Ouais, voilà, pour ce mot administratif, mais en tout cas, une enveloppe plus ou moins grosse qui doit être livrée dans les 3 heures ou la journée. D'accord. C'est ça. Et donc, voilà, vraiment, on a transporté de tout, en fait. Que ce soit de l'alimentaire, des ustensiles de cuisine. Franchement, on a vraiment, je trouvais chez Olmo, livré tout et n'importe quoi. Tu vois, les jours ils sont pas du tout pareils. Il y a un matin, tu te lèves à 8h, tu pars en tournée, boum, tu te retrouves face à 100 kilos de pain qui t'attend dans une boulangerie à livrer à l'autre bout de Paname. Des fois, t'es là, t'as juste un petit matelas, un bouquet de fleurs dessus, tu mets en équilibre une boîte en carton dessus et pareil, tu tartines dans tout Paname. C'est ça qui est aussi amusant avec notre métier et comment nous on a voulu faire notre organisation quoi. On s'est pas cantonné à un type de colis, on a des colis assez variés et qui malgré tout nous permet d'être rentable. Il n'y a pas de monotonie dans notre logistique, quoi. Ouais, il y a de Ouais. la diversité. C'est ça. Puis en termes de clientèle, c'est intéressant parce que du coup on aide au final des entreprises assez variées quoi. Hmm. Ok. Est-ce que vous livrez des repas chauds, comme les livraisons des Deliveroo, etc.? Alors, on a été obligé de le faire avec la crise sanitaire, Hmm. mais bon, honnêtement, moi, ça m'a pas fait plaisir. Parce que ça m'a rappelé un petit peu mes heures chez Deliveroo, Uber Eats et toutes ces choses-là. Mais maintenant, on le fait plus, hein, maintenant que la crise est passée. Ouais. Et
On l'a fait en fait auprès de grands chefs, notamment Hélène Darroze et Jean-François Piège. On a livré les restaurants étoilés en gros. Les zones de livraison d'Olvo, c'est Paris uniquement ou c'est la Les banlieue banlieues aussi? limitrophes. La Ok, la banlieue petite couronne. proche, ouais. Ouais. C'est ça. C'est ça. D'accord. Toi, Théo, en tant que dispatcher, est-ce que c'est possible qu'un livreur fasse, je sais pas, Bagnolet, Clamart, enfin, il traverse tout Paris, Bah, juste. Clamart, on va pas livrer, mais imaginons Montrouge, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Des fois, tu fais des tournées où tu te retrouves avec une tournée qui fait le tour de Paris, quoi. Ok. Et le pire, c'est que souvent, ça a du sens, quoi. L'exploitation veut que ça fasse ça. Le truc qui est Ok. intéressant avec Olvo, c'est qu'on est payé à l'heure, en fait, et que c'est des salariés. Et que du coup, quand tu fais ton dispatch pour, euh, pour Olvo, tu te dis pas, oh merde, faut que tout le monde ait le même nombre de courses, ou bien c'est pas juste, ou. Enfin, il n'y a pas de privilégié, tu vois. C'est juste une équipe. C'est une équipe à laquelle tu donnes des tournées plus ou moins dures selon l'état du travailleur, selon les capacités du travailleur. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois. Et tout le monde le sait. Il y a des gens qui vont parfois faire des trucs un peu ingrats, mais ils savent que le lendemain, ce sera leur camarade qui le fera, tu vois. D'accord. C'est ça qui est intéressant. C'est vraiment, on travaille en équipe, quoi qu'il arrive. Et on essaie aussi d'arranger, enfin en fait on sait aussi au dispatch qu'en fait il y a des gens qui ont des préférences en fait. Par exemple on a une collègue, Pauline, qui fait toujours la même tournée le matin parce qu'en fait elle kiffe le faire et les clients qui la voient aussi l'adorent en fait. Ouais. Ok. Donc il y a des gens qui sont un peu entre guillemets abonnés à des tournées parce que c'est leur kiff et en plus les clients en sont aussi très contents. Ça facilite l'exploitation, et en même temps, ça rend heureux des coursiers, tu vois. Genre, c'est comme moi, quand j'étais coursier au début, je demandais tout le temps au dispatcher de me donner un truc, tu vois. Moi, je faisais fariner au vin, tout le temps. Ouais, et le fait d'être payé à l'heure, c'est que si tu vois une longue distance sur ton application, si tu te dis pas que je vais perdre de l'argent parce que je vais devoir rouler 30 minutes. Justement, t'es heureux du voyage, tu vois. Tu Ouais. sais que tu vas rouler et Si ça, t'aimes c'est du rouler, kiff. ouais, si t'aimes rouler lent, t'es content et puis ouais, tu vas voir du pays quoi. Puis même, tu Enfin, vois, entre guillemets. quand on parle de paie à l'heure, il y a aussi un truc tout con, mais si jamais t'as un pépin, en mode, imaginons que tu te perds, imaginons que tu as un accident, imaginons ta roue, ton pneu il est crevé. Hmm. Bah, c'est pas grave, tu vois. Ça fait partie du travail, c'est considéré comme du travail et t'es payé pour ça, Hmm. pour faire ta réparation, pour te perdre et apprendre, tu vois. Hmm. C'est ça qui est intéressant. Ouais, le travail, c'est pas seulement le produit fini, la réussite, c'est aussi tout C'est le ça, ouais. C'est processus l'apprentissage. l'apprentissage. Ouais, voilà. Selon vous, qu'est-ce qui pousse vos clients à faire appel à vous plutôt qu'à des géants de la livraison? Le savoir-faire. En fait, c'est tout con, mais en fait, on a une double étiquette, je trouve. Mais d'ailleurs, beaucoup d'ouvriers, en fait, on est ouvrier et artisan. Savoir livrer, en fait, rapidement, efficacement et sans casser, tout en étant souriant et agréable avec un destinataire. Bah, en fait, mine de rien, les gens de la livraison le savent pas forcément le faire, en fait. Hmm. Surtout au niveau du dernier kilomètre. Et du coup, là-dessus, en fait, on va être meilleur que beaucoup. Et après, même franchement, dans le dernier kilomètre, dans ce qu'on fait, si on contrainte horaire, en fait, il y a pas grand monde au niveau géant. Par Hmm. exemple, il y a DHL, UPS ou La Poste vont pas proposer en fait des livraisons logistiques du dernier kilomètre à des TPE, des PME sur un créneau de 3 heures. Eux, ils Hmm. vont être sur du 24 heures, 48 heures. On va dire franchement, le seul géant qui est en concurrence avec nous, ce serait Stuart. Mais voilà, ils sont extrêmement mauvais et puis ils emploient des travailleurs précarisés, donc voilà, ils sont pas très efficaces. C'est ça. Quand t'es précarisé, tu travailles pour les plateformes. Genre, moi, je me souviens quand je travaillais pour Deliveroo, j'en avais strictement rien à foutre de Deliveroo. Quand Hmm. tu travailles à Deliveroo, tu passes ta journée à insulter Deliveroo. Du coup, ta qualité de service, bah ouais, c'est pas ta priorité. Alors que quand tu bosses, bah là, à Olvo en l'occurrence, c'est que ta boîte, c'est en même temps tous tes camarades, ton équipe, Hmm. et que tu sais que ta qualité de service va avoir une influence directe sur l'exploitation. Bah ouais, bien sûr que tu prends le truc à cœur, quoi. Et que tu Hmm. fais attention à bien faire les choses et que tu travailles efficacement aussi. Ok. Qui sont vos clients? Est-ce que c'est des grosses entreprises ou c'est plutôt des entreprises locales, des TPE? Beaucoup, beaucoup de TPE en vrai. Ok. Et quelques PME et pas mal de startups aussi. On bosse avec des entreprises qui ont un peu la même philosophie que nous sur l'aspect social, tu vois. En mode Hmm. respect du travailleur, respect du produit, etc. Mais après, on a d'autres clients où c'est moins ça, quoi.
Mais on essaye quand même de privilégier ces types de contrats qui sont plus clean, on va dire. Ouais, parce qu'il y a la qualité du service, il y a aussi l'éthique, l'écologie. Donc, une entreprise locale qui elle aurait presque tout à gagner à faire appel à vous plutôt qu'à une autre Qu'un entreprise, géant, en fait. entre guillemets, ouais. Ouais, Et ok. puis, enfin, surtout, c'est tout bête, mais en fait, aussi, on a un contact humain directement avec ces gens-là. Puis même moi, ça me fait plaisir de dire que je travaille avec des gens, tu vois. Pas juste que je travaille avec je sais pas, avec une entité ou quoi, tu vois. Je travaille avec des gens, tu vois. Je suis utile à ma société, tu vois, on va dire. On va passer à la conclusion. Est-ce que Olvo, c'est la seule coopérative de livraison en France? Non, il y a pas mal de coopératives en France, mine de rien, là-dessus, mais surtout, en fait, dans les autres villes en France. Nous, moi, je vais citer par exemple, en fait, Tout en vélo, avec qui en ce moment on échange pas mal, qui ont, si je me trompe pas, 6 ou 7 coopératives en France, de Toulouse à Rennes, en passant par, je crois, il y a Bordeaux, il y a Reims et j'ai oublié le reste, mais d'autres villes. Après, on est vraiment la plus grosse coopérative de cyclo-logistique en France, avec 40 salariés. Ok. Généralement, la capacité des autres coopératives, c'est entre 2 et plus d'une dizaine de salariés. Est-ce que vous pensez que dans le milieu de la livraison, cette forme coopérative, c'est en train de se développer? Ou bien ça reste difficile de s'affranchir des Uber, Deliveroo, Foodora, etc. Bon, c'est plutôt qu'on peut pas rivaliser. Hmm. En gros, tous les jours, des nouveaux besoins sont créés. Par exemple, quand tu vois tous les trucs genre Getir, etc., le truc de livraison en 10 minutes de tes supermarchés, qu'est-ce que tu peux faire face à ça? C'est des gens qui ont des levées de fonds infinies et qui emploient des gens pour rien du tout et qui précarisent toujours de plus en plus leurs travailleurs via le statut d'auto-entrepreneur ou même en CDI, hein. Et ouais, tu peux rien faire face à ça. Nous, on est des coursiers qui avons bossé pour les plateformes, qui en ont eu marre, tu vois, et qui se sont organisés au final. Et on arrive à s'en sortir. Mais jamais on pourra rivaliser avec ça. C'est pas nous à notre échelle qui pouvons faire ça, quoi. Ça, c'est mon avis. Ouais, je pense il y a vraiment un rapport de secteur aussi, en fait. Le secteur dans lequel on évolue, la logistique, en fait, il est entouré de requins, soit des géants en fait qui sont là depuis des années, soit des startups qui utilisent des levées de fonds et qui ont un peu les mêmes profils, donc des gens qui sortent de grandes écoles, qui ont des contacts, un réseau, et qui du coup arrivent plus facilement à créer une boîte un peu de nulle part, et même si elle n'est pas rentable, du coup elle va perdurer pendant quelques années et faire un nom avec beaucoup de com. Et nous, comme quasiment toutes les coopératives, en fait, on part de rien, de zéro. Comme n'importe quel TPE en France ou PME, en fait, ouais, on part de rien et puis, si on y arrive, si on a du bol, si on arrive à se battre contre ces grands, en fait, on se fait une place, un peu comme Olvo, mais c'est un effort de dingue. Par exemple, juste pour citer, Leroy qui a créé la boîte, les premières années, Leroy ne s'est pas payé. Donc c'est quasiment un sacrifice aujourd'hui de se dire: «Ouais, moi je vais créer une coopérative et je vais m'investir à fond pour qu'elle marche». Ouais, c'est un sacrifice. Mais est-ce que vous voyez d'autres coopératives naître et de plus en plus, ou il y a vraiment Olvo, quelques coopératives qui tiennent et même qui se développent, mais c'est trop difficile, il y a trop de sacrifices pour que ça devienne récurrent, la création Ouais, de coopératives? je crois que c'est juste le secteur de la livraison à particulier qui explose et qui arrêtera jamais de grandir, quoi. Et après, du coup, forcément, vu que c'est un marché c'est un grand gâteau, quoi, forcément, il y a des coopératives qui peuvent s'y mettre. D'autant plus que à côté, il y a pas mal de boîtes de food-tech qui ferment, ou juste des conditions qui sont toujours de plus en plus misérables. Genre, moi, la dernière fois que j'étais sur Uber Eats, on me proposait des courses à 1 € ou 2. Ah non, même pas 1 € mais à 2 €, quoi. Ouais. Sérieux, tu veux faire quoi avec ça? À moins de, à moins d'en faire 10 par heure, tu fais quoi? Et Ce qui jamais est t'en auras 10 impossible par d'ailleurs. heure. Jamais. À Paris, on est genre, je sais pas combien de coursiers au mètre carré. C'est impossible. Et dans les autres villes, je tiens à dire que c'est pareil, hein, Ouais. le métier de livreur uberisé, que ce soit des livreurs Uber Eats, et Stuart, il est maintenant, exercé que par des gens très précarisés, voire sans papier. Toujours dans la livraison, il y a une maison des coursiers qui a ouvert cette semaine d'ailleurs dans le 18e arrondissement de Paris.
Elle permet aux livreurs des plateformes ubérisées d'avoir des toilettes, un espace de repos, de déjeuner et si besoin une aide administrative et juridique. Donc c'est une bonne nouvelle et un pas en avant contre la précarité. Mais est-ce que vous pensez que améliorer les conditions de travail tout en restant chez les géants de la livraison ubérisée, ça sera suffisant pour atteindre une réelle protection des travailleurs? Ou bien faut-il, comme Olvo l'a fait, franchir le pas du modèle coopératif pour vraiment avoir une protection des travailleurs? Bah, en fait, moi je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, on va pas laisser ces gens-là dans la merde. Hmm. Et en fait, depuis la chute de Take It Easy, il y a des choses qui sont créées, notamment le CLAP et la CGT qui sont levés pour protéger les travailleurs ubérisés. Et d'ailleurs, j'ai eu notamment Jérôme Pimo qui a fait un boulot de dingue les premières années par rapport à ça. Moi, je pense personnellement que bon, le problème, il se résoudra pas, on va dire, en juste améliorant les conditions des travailleurs. Le problème, il est lié à l'ubérisation et au mode d'exploitation de ces gens-là. Après, malheureusement, je pense pas non plus que, on va dire, changer Uber Eats ou Deliveroo en coopérative, ça va aussi régler la chose. Il y a un Non. problème énorme derrière, en fait, c'est que la livraison d'alimentaire, en fait, elle est pas rentable pour eux. Ils marchent uniquement grâce à leur levée de fonds et ils font une course de chevaux, quoi. Hmm. C'est, on va dire, celui qui court le plus vite aura plus de levées, aura plus à la fin un monopole et pourra contrôler un petit peu ce qu'il veut là-dessus. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait notamment avec la précarisation des travailleurs. Mais bon, voilà. Pour moi, je pense que c'est un secteur très très compliqué à gérer. De notre côté, on a essayé de créer quelque chose qui s'appelait Resto.Paris, et donc de la livraison éthique comme faisait Deliveroo ou Uber Eats. Et les contraintes sont énormes pour que ça marche bien et que ce soit rentable. Pour que ça marche bien et aussi que le consommateur soit pas trop dépaysé de ce qui se fait actuellement, tu vois. Genre quand on te dit tu peux commander une livraison, tu vas sur une application, tu demandes de la bouffe et ça arrive dans 30 minutes, c'est pas humain, tu vois, de faire ça. Enfin, c'est logique que derrière ce système, il y a de l'exploitation de fous, il y a des gens qui sont pas payés, etc. C'est pas possible autrement. Moi, je pense Ok. que tu mets face à face, tu vois, les plateformes ubérisées et les coopératives. En mode comme si les coopératives pouvaient être une alternative, mais non, tu vois. C'est pas possible. Non, je pense que ouais, on est plus en opposition qu'une solution pour l'ubérisation. Et en soi, la coopérative, c'est plus à mettre en comparaison avec, on va dire, une entreprise normale qui est Ouais, c'est ça. pyramidale. Et C'est ça. nous, une entreprise qui est très horizontale. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas à notre échelle qu'on change les choses, tu vois. Les Hmm. travailleurs unis, ouais, tu vois, Aubin, il parlait de la CGT, le CLAP à l'époque. À l'époque, ils ont essayé de faire des grèves, des blocages, etc. pour faire changer les choses, pour mettre un coup de pression, tu vois. Pour créer un rapport de force. Mais nous, en créant notre coopérative, personnellement, je le vois plus comme une manière de résister qu'une manière de créer un rapport de force face aux plateformes, etc. Moi, la solution, je la vois pas ici. La solution, c'est quand les travailleurs sont unis et se battent, quoi. Qui se fasse aider un peu par la législation et l'État, ce serait un plus. Bah, De c'est toute essentiel. façon, oui. De toute façon, c'est à l'État de répondre à ça, hein. Hmm. C'est un problème qui peut pas se régler, que ce soit par la collectivité territoriale ou par les entreprises et les travailleurs eux-mêmes. Le statut d'entrepreneur, d'auto-entrepreneur, c'est un abus sur le code du travail, etc. Comme c'est utilisé, c'est complètement dénaturé de sa fonction initiale, quoi. Parce que tu parlais des livraisons en 10 minutes et je savais même pas que ça existait et je trouve ça complètement fou que ça existe. On est en France, il y a un État qui normalement est assez fort et que ça puisse exister, je savais même pas que ça existait tellement ça me paraît irréaliste. Tu vois les dark kitchen? En gros, c'est des restaurants qui n'existent pas. En gros, c'est juste des labos de cuisine et c'est fait pour la livraison. Ok, ouais. C'est que tu entretiens pas du tout un commerce de quartier ou quoi, c'est juste une usine, tu vois, avec des conditions déplorables, etc. Bah, en gros, récemment, il y a le truc genre Gorillaz, Getir, etc. C'est le même principe. En gros, c'est des black, c'est des dark supermarchés, quoi. Et en gros, ouais, des supermarchés à emporter, quoi. J'ai 3 petites questions. Soit vous en avez 3 chacun, soit 3 ensemble. 3 mots qui définissent le projet d'Olvo. Vas-y, on sort des mots comme ça, mais pour moi, Aubin, en tout cas, il y a vraiment l'idée de dignité. C'est la dignité du travailleur. Ouais.
C'est le truc de tu te fais pas écraser par ta hiérarchie, t'es pas une merde. Si t'es pas, on te pousse pas au bout de ton, au bout du bout, tu vois. Et même on est à l'écoute de tes douleurs. Parce que ça reste du travail, c'est du travail ouvrier, c'est dur. Et on en a tous conscience, et on est tous passés par là. Du coup, on sait ce que c'est et c'est là que c'est digne, c'est que c'est du travail qui est reconnu et qui est pas et qui est pris au sérieux, tu vois. Dans n'importe quelle autre boîte de course, enfin en mode genre par exemple conseil.fr ou autre, t'as un management extrêmement agressif, dépersonnalisé, t'es traité comme de la merde et tu te fais virer comme ça quoi. C'est À ça. Volvo, ça peut pas arriver. Ouais. Ok. Moi, mes 3 mots, ce serait émancipation, évolution et révolution. Ça sonne bien comme ça, mais en fait, je trouve que c'est un peu les étapes vers lesquelles on va, en fait. C'est d'abord émanciper les travailleurs, faire évoluer le travail dans un monde qui est complètement défavorable à lui, et enfin essayer de révolutionner, en fait, en montrant, voilà, si nous on arrive à faire ça dans un monde capitaliste complètement cruel, qu'est-ce qu'on peut faire dans un monde totalement différent où nous on dit toutes les règles. C'est ça. Ok. C'est ça. Ouais. Le c'est ça, ça donne envie ça donne envie d'avoir le pouvoir, tu vois. Hmm. Que les travailleurs soient vraiment écoutés et soient vraiment à la tête, à l'initiative politique, tu vois. Hmm. Ok. Ça fait envie. Ouais. Il y a ça, il y a la dignité, l'équipe, etc. Pour moi, c'est ça. Hmm. Ok. Genre, tout ce que je fais à Volvo, je le fais pour l'équipe, je le fais pas pour moi, quoi. Moi j'ajouterais pardon, excuse-moi, que Colvo aussi c'est un peu un laboratoire du travail pour nous. Hmm. En fait, on teste des choses et en fait, si ça marche pas, bah, on les garde pas. Si ça marche, on fait bah super, putain, ça marche. Ouais. Donc on le garde, c'est super. Et puis de là, en fait, on avance. Et puis, comme je te disais plus tôt, si la coopérative a changé en un an, bah en fait, c'est ça aussi. C'est qu'avec Hmm. le temps, on s'adapte. En fait, on a une capacité de résilience énorme du fait de cette horizontalité, de cette unité dans l'émancipation. Et on invente des trucs, quoi. C'est super. Enfin, moi, je suis hyper fier de ce qu'on a fait depuis que je suis là et ce que font les gens avant nous. Et je me dis, mais putain, peut-être que dans quelques décennies, on se dira, mais voilà, il y a des boîtes à cette époque-là, elles ont réussi à créer des trucs, et les gens pourront s'en inspirer pour créer des boîtes beaucoup plus humaines et qui marchent. Que le travail, ce soit plus juste une contrainte et un moyen de s'émanciper. Ça. Ok. Puis même, encore pour ajouter des mots, tu vois. Genre, moi, j'ai un rapport à Volvo qui est très perso, on va dire. Pas très. Moi, je le vois pas comme un truc qui va changer le monde, tu vois. Du coup, Hmm. j'ai beaucoup le truc de. Moi, j'ai beaucoup de respect pour. Tu sais, tout à l'heure, on parlait des vélos méca, des vélos qui n'avaient pas d'essence électrique. Bah, moi, je respecte beaucoup ceux qui ont créé Volvo et qui ont comporté ça à force de sacrifice. Hmm. Genre, ils sont vraiment sacrifiés et les gens, ils ont disparu, tu vois. Et du coup, t'es là, tu débarques à un moment où ça va bien. La situation, elle est comme elle est et t'essaies de faire en sorte que ça marche bien et tu veux pas merder, tu vois. Hmm. Ok. Volvo, c'est une très belle chose et on lui veut que du bien, tu vois. Ok. Ouais, c'est clair. Aubin, t'as dit que ça sonne bien, la émancipation, évolution, révolution. Enfin, il y a aussi avec ce que t'as dit, le laboratoire, tout l'épisode, en fait, ça montre, il y a pas que seulement la forme, il y a aussi le fond, ce que vous faites avec Olvo, c'est sûr que ça m'inspirera d'autres. Bah, moi, vous m'inspirez personnellement. Et Bah, je c'est sais, très gentil. non, mais c'est vraiment, On espère, on espère. c'est vraiment super. Est-ce qu'il y a une question que vous auriez aimé que je vous pose et que je n'ai Ouais, pas posée? ouais, de ouf. En vrai, je trouve qu'on parle pas beaucoup des femmes dans ce milieu. Hmm. Et dans la conscience collective, le vélo, ça reste, même dans la logistique aussi, ça reste un boulot de mec. Et nous, Olva, on essaie de plus en plus en ce moment d'intégrer des femmes chez nous. Hmm. Et bon, on en a pas beaucoup, quoi. Là maintenant, on va avoir 3 salariés au total féminines. Et il faut se dire que dans Paris, en fait, on est la plus grosse boîte de cycle logistique en effectif féminin. Et pourtant, on n'a que 3 personnes. Donc pour moi, c'est une question qui devrait plus ressortir dans ces sujets, surtout qu'ils sont présents de plus en plus depuis l'ubérisation des travailleurs par rapport à ça. On en parle très peu. Et notamment, je voudrais parler de Chloé Bouillou qui était chez nous pendant un moment, qui en ce moment essaye d'ouvrir une enquête sur pourquoi en fait on n'arrive pas à avoir beaucoup de femmes dans ce milieu-là et essayer de trouver des solutions. Ok. Théo, t'as une question qui te vient en tête? Après, moi, genre, comme je disais, pour moi, l'importance d'Olvo, du fait que ce soit une coopérative, etc., c'est vraiment le. Non, non, j'ai rien à dire. Ok, vas-y. Mais tu vois, genre, juste pour faire du détail, souvent, toi, les prestataires, enfin, les gens avec qui on bosse, nos clients, Hmm. les entreprises, ils mettent beaucoup en avant l'aspect écologique de notre méthode de livraison, tu vois. Hmm.
Alors que pour moi, c'est pas le truc principal de Volvo. Si tu veux savoir, là, il y a AliExpress, tout le monde se met au vélo cargo, au truc vert, tu vois. Hmm. Que ce soit en mode prétexte ou non. Mais nous, ce qui fait notre force, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment juste la dignité du travailleur, quoi. Hmm. Côté social, ouais. C'est ça, Ah. c'est des travailleurs bien traités, on est bien payés, et voilà, quoi. Ah. Si c'est écologique, mais que derrière, il y a de l'exploitation, de la précarisation, Ouais, ça c'est sert à juste du rien de... capitalisme vert, quoi. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, malheureusement, il y a quand même pas mal de greenwashing autour de ça, le dernier kilomètre et le cargo. Parce que bon, bah, mine de rien, en fait, la logistique, elle s'arrête pas au dernier kilomètre, hein. Hmm. Genre, pour livrer des trucs Ouais, en ouais. cargo, bah, ils viennent en camtar, ils traversent des kilomètres et des kilomètres, voire aussi en avion. Donc, en fait, pour rendre la logistique verte, bah, en fait, c'est pas si simple que ça, hein. Il y a vraiment un travail de fou à faire là-dessus. Et je pense que un peu tout le monde a peur de ce sujet-là parce qu'en fait, le monde dans lequel on vit, il dépend beaucoup de ça. Surtout à Paris, par exemple, hein. Genre sans Rungis, on meurt de faim, en fait, à Paris. Ouais. Donc c'est fini, à peu près. J'ai une question, parce que tu parlais de la question des femmes dans la livraison. Et est-ce que Volvo recrute? Est-ce qu'on peut vous rejoindre? Parce que peut-être que j'espère que ce podcast aura donné envie à des auditeurs et des auditrices de vous rejoindre, d'en savoir plus et peut-être de joindre l'équipe. Alors ouais, en ce moment, c'est le moment pour nous rejoindre en plus. Là, on a recruté 7 salariés Ok. dans le mois dernier, là. Donc énorme arrivée de compte personnel et on recherche encore du monde. Ok. Ouais. 7 salariés sur 40, ça fait beaucoup. Ouais, on Ouais. est passé de 30 à 40 très très vite cette année. Ok. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ou vous contacter? On est sur les réseaux, On est sur les réseaux, ouais. sur Instagram, Olvo-Metz, Olvo Mec 75, ouais. c'est ça. D'accord. Et vous avez un site? Oui, Olvo. Vous tapez Olvo dans la barre de recherche et on tombe en premier. Ok. Ouais, même si Olvo vous intéresse, il y a eu beaucoup d'enquêtes sur Olvo, enfin Des Beaucoup de articles? presse, des reportages. ouais. Il y a eu Ouais. pas mal de reportages sur Olvo. Reportage télévisé aussi, ouais. C'est ça, Ok. on est passé en Corée. Ouais, donc on peut se documenter sur Volvo avant de peut-être Ouais, de rejoindre l'équipe. bien sûr. Si en tout cas le podcast vous a donné déjà entre guillemets, un sneak peek sur l'entreprise, vous trouverez tout un tas d'informations sur internet sur nous. Même pour ce qui est des profils qu'on recherche, il faut savoir que dans ceux qu'on accueille, il y a des gens qui sont intéressés par le projet, coopératif, etc. T'as des gens, c'est des passionnés de vélo. T'as des gens, c'est juste des charbonneurs qui ont besoin d'argent et on accueille tout le monde, quoi. Ouais, il n'y a pas d'emphase sur, on va dire, un profil type pour venir chez nous. C'est ça. Il y a vraiment de tout et ce qui compte en fait, c'est quelqu'un qui veut travailler dans un cadre bienveillant et émancipateur. C'est ça. Nos origines, elles sont très variées à Olvo et les perspectives de chacun sont aussi assez différentes. On va finir le podcast sur ces belles paroles. Merci beaucoup à Théophile et Aubin de m'avoir accordé de votre temps. Bah, de rien, ça nous a fait plaisir. J'ai beaucoup appris. J'avais un plan, mais j'ai beaucoup plus appris que ce que je pensais. Donc merci beaucoup. Merci à toi, Tanguy.